Merci. Donc, nous l'avons tous compris, en France, nous avons perdu la souveraineté monétaire, nous avons perdu la souveraineté populaire et nous avons perdu la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, et nous sommes entraînés à marche forcée dans une Europe qui n'est pas celle des peuples, qui est l'Europe du grand capital, dont il faut se débarrasser au plus vite. Alors, moi je vais vous parler de l'évolution historique qui a conduit à cette perte de la souveraineté nationale, de toute la souveraineté, et en particulier de la souveraineté populaire, mais également qui est en train de nous amener à la perte de la République et à la perte de l'unité de la nation, avec la construction d'une Europe des Länder, c'est-à-dire l'Europe fédérale allemande, et qui est particulièrement grave parce qu'on fait tout éclater, tout ce qui a fait la République depuis la Révolution est en train de disparaître, ainsi que tous les acquis de la résistance. Alors, je vais partir de la résistance parce que c'est de la résistance, c'est-à-dire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'évolution s'est faite en particulier depuis cette période avec le rôle des Américains en particulier. La souveraineté donc, et le droit des peuples sont dans le domaine politique. La question, je dirais, l'une des questions principales, peut-être la question principale et fondamentale. C'est une question qui est posée, qui n'est pas posée uniquement à tous les peuples du monde, mais elle est posée directement à chacun des citoyens, c'est-à-dire à nous tous, et en particulier aux forces montantes, c'est-à-dire à la jeunesse. C'est un combat permanent et solidaire des peuples qui, légitimement, entendent agir sur leurs conditions d'existence immédiates, construire au présent une société plus juste et préserver la maîtrise de leur destin et bien sûr celle des générations futures. Ça, c'est votre affaire en réalité. Donc ce débat aujourd'hui est extrêmement pertinent, puisque, je le disais, il faut se débarrasser des carcans supranationaux qui oppriment notre peuple. Tous les peuples sont opprimés, tous les peuples d'Europe, tous les peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, bon, à part ceux qui ont réussi, qui sont... On parle du monde libre, mais moi je vois plutôt le monde qui se libère, et ce n'est pas du tout équivalent comme conception. Dans ma jeunesse, d'ailleurs, lorsqu'on parlait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand j'avais votre âge, et j'ai adhéré au Parti communiste à cette époque, et lorsqu'on parlait du droit des peuples, on imaginait toujours, bon d'ailleurs on se battait pour l'indépendance de l'Algérie en faveur de la solidarité avec le peuple algérien, je me suis battu pour la solidarité avec le peuple vietnamien, pour la solidarité avec Cuba, etc. Et finalement, on pensait moins à l'indépendance et à la souveraineté de notre propre pays. Nous faisions confiance bon, moi j'étais au Parti communiste, je faisais confiance à la direction de mon parti qui, effectivement, dans son programme, parlait à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, de souveraineté et d'indépendance nationale, mais qui, dans les faits, avait acquis une pratique qui s'est avérée historiquement complètement délétère, puisque au lieu de continuer ce qui a été commencé dans la résistance, ils ont préconisé dès 1946 de constituer ce qui a donné lieu historiquement à l'union de la gauche, enfin un processus de rassemblement communiste et communiste, c'est-à-dire des forces populaires qui étaient complètement dissemblables. D'un côté, il y avait les gens, les militants, les partis, le prolétariat en particulier, la classe ouvrière, qui étaient patriotes, qui alliaient la question nationale et la question sociale, et de l'autre côté, on avait en particulier le Parti socialiste, qui lui était complètement inféodé à l'impérialisme américain, et de manière forcenée, atlantiste,
l'atlantisme a guidé toute la politique du Parti socialiste depuis la libération, et même avant, puisque dans la réalité, les choses étaient beaucoup plus complexes. La démarche stratégique d'hégémonie mondiale des dirigeants américains a des racines lointaines. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire l'historique exhaustif de leur volonté de domination. Soulignons que celle-ci est pourtant d'autant plus dangereuse qu'elle s'appuie sur un postulat messianique dont les Américains, y compris au niveau du peuple, mais en particulier les dirigeants, considèrent qu'ils ont un destin décidé par Dieu qui a apporté la civilisation, la démocratie, etc. dans le monde entier, et il multiplie les guerres. Moi j'ai toujours, depuis 50 ans, j'ai toujours vu des Américains faire des guerres partout, mettre des dictatures, alors pendant l'occupation, la résistance patriotique et anti-nazie a pu subir l'ingérence permanente justement des USA qui entendaient la placer sur les rails de la soumission à leur volonté stratégique pour une période dont on ne tarda pas à comprendre qu'elle serait non limitée à la durée de la guerre. Cela, ni le général de Gaulle et la France libre ne pouvaient l'admettre, pas plus que le Parti communiste français, qui jouait un rôle primordial dans la résistance intérieure dans la France occupée. Hostile à l'égard de Gaulle, qu'il ne pouvait pas manipuler aisément en raison de son caractère intransigeant et tenace, du caractère intransigeant et tenace de son patriotisme, et encore plus hostile pour des raisons de classe par rapport aux communistes, les dirigeants américains étaient hantés par le processus d'unification de la résistance qui débouchait sur l'alliance nécessaire du point de vue de l'intérêt national des gaullistes et des communistes. Cette vision anticommuniste métissée d'antigaullisme les amena à promouvoir, soutenir et financer des organisations et des personnages qui partageaient leur vision et qui acceptèrent allègrement leur tutelle et en général demeurèrent leurs agents après la libération pour la continuation de leur démarche stratégique par d'autres moyens. La principale organisation de la résistance sur laquelle les stratèges américains se sont appuyés est le groupe Combat dirigé par Henri Freinet en zone sud, qu'ils financèrent depuis Berne, où l'OSS, ancêtre de la CIA, s'était installé avec à sa tête Alain Dulles, qui deviendrait ultérieurement précisément le directeur de la CIA. Il n'est pas inutile de préciser que Henri Freinet, jusqu'à une date incertaine, milieu 42, début 43, a appartenu au deuxième bureau de Vichy, tandis qu'un autre responsable du réseau Combat s'était illustré avant la guerre, dans l'organisation fasciste de la Cagoule, dans laquelle il cohabitait avec François Mitterrand. La mission et l'action de Jean Moulin d'unification de la résistance avait, sur une base nationale, excluant toute vassalisation anglo-saxonne, allait à l'encontre des objectifs américains. Ceci était par essence défavorable au processus qui allait se traduire par la constitution du Conseil national de la résistance et la prééminence unanimement reconnue du général de Gaulle, dont il ne voulait nullement, il ne voulait rien du tout de tout ça. En réalité, les dirigeants américains avaient sélectionné une personnalité compatible avec leur ambition, le général Giraud, qu'ils entendaient placer à la tête de la résistance. La crainte de Jean Moulin était précisément de voir une fraction de la résistance se placer sous la direction du général Giraud. Quant à Freinet, représentant typique de ceux que l'on appelle maintenant les vichisto-résistants, avait des relations conflictuelles avec Jean Moulin, pour des raisons idéologiques comme pour des raisons d'ambition personnelle. L'adjoint de Freinet, Guylain de Bénouville, était en contact avec l'OSS américaine et Alain Dulles. Il jouait un rôle direct dans la trahison de Caluire qui permit l'arrestation et de fait l'élimination dramatique de Jean Moulin. Élimination politique dont les conséquences, à mon avis, pesèrent lourd sur la suite des événements. Il n'est pas possible de réécrire l'histoire. Mais personnellement, je dois dire que je ne suis pas du tout certain que Alain Dulles
et l'OSS en Suisse ne soient pour rien, par l'intermédiaire de leurs agents dans la résistance, dans la trahison de Caluire. Car la disparition de Jean Moulin, président du CNR, était manifestement favorable à leur démarche politique hégémonique. À propos de la trahison de Caluire, on a parlé de rivalité entre résistants ou de tragique imprudence de la part de Bénouville, et cela me paraît bien léger. Jusqu'où a pu conduire cette rivalité qui n'était pas seulement ni même essentiellement celle des égaux? L'étude de la résistance montre qu'il s'agissait déjà de la contradiction entre deux visions stratégiques. Deux visions stratégiques antagonistes qui opposaient les partisans de l'indépendance nationale, de la nation, et les partisans de l'Empire, c'est-à-dire de ceux qui ne pouvaient concevoir l'avenir qu'à travers la vassalisation, la soumission consentie au nom de l'anticommunisme à la domination et au protectorat de l'Empire américain. Cette divergence de vision et de choix stratégiques est manifeste d'emblée. Ainsi, lorsque De Gaulle arrive à Londres, il rencontre Jean Monnet, et ce Jean Monnet, qui est un agent américain, par la suite c'est devenu toujours plus évident, a conseillé à De Gaulle non pas de